Bonjour la famille. Profitez de ce moment de détente avec de charmantes histoires. N'oubliez pas de vous abonner et de partager vos réflexions dans la section des commentaires. Appuyez généreusement sur le bouton j'aime car cela signifie beaucoup pour nous. Veuillez vous asseoir, vous détendre et profiter tandis que nous nous plongeons dans l'histoire. Sophia Richard fit une pause à l'évier de la cuisine. Ses mains étaient immergées dans de l'eau tiède et savonneuse. La lumière du soleil matinal entrait par la petite fenêtre carrée au-dessus d'elle, soulignant des mèches de ses cheveux foncés d'une douce lueur. Chaque matin, elle accomplissait ce rituel, préparer le petit déjeuner pour sa fille, Clara, puis faire la vaisselle avant de commencer sa journée. Mais quelque chose semblait différent ce matin. Quelque chose bougeait au plus profond d'elle. Cela faisait de longues années qu'elle cumulait 2 emplois. Secrétaire dans un cabinet d'avocat le jour et serveuse dans un café local le soir, juste pour joindre les deux bouts. À 36 ans, elle sentait que la vie l'avait accablée de plus de défis que la plupart. D'abord, la mystérieuse disparition de son mari. Puis, la révélation de sa prétendue mort. Et après cela, la lutte quotidienne pour se maintenir, elle et sa fille, à flot. Aujourd'hui, cependant, pour des raisons qu'elle ne pouvait pas entièrement articuler, Sophia sentait la plus faible lueur d'espoir. Elle jeta un coup d'œil à l'horloge murale, notant qu'elle devait aller chercher Clara à l'entraînement de football dans 1 heure. Clara n'avait que 8 ans, pourtant elle se comportait déjà avec une sorte de gravité qui faisait souvent oublier à Sophia à quel point elle était jeune. Sans figure paternelle, Clara avait assumé des responsabilités au-delà de son âge, aidant à la lessive, rangeant sa chambre, essayant même de remonter le moral de Sophia lorsque le poids de ses soucis menaçait d'écraser son esprit. Sentant une petite poussée d'énergie, Sophia sécha ses mains sur une serviette et attrapa son téléphone. Elle ouvrit un site web de voyage qu'elle avait enregistré dans son navigateur des semaines auparavant. Initialement, ce n'avait été rien de plus qu'une rêverie passagère, voir le monde, ou du moins quitter leur petite bulle de banlieue pendant un court instant. Maintenant, alors qu'elle faisait défiler les offres de vol et de forfaits hôteliers, elle sentit un sentiment de possibilité éclore dans sa poitrine. « Maman, je suis rentrée !» s'exclama une voix joyeuse depuis le couloir. Sophia posa rapidement son téléphone et se tourna pour saluer sa fille, qui fit irruption dans la cuisine avec une explosion d'énergie juvénile. Clara laissa tomber son sac de football par terre et se dirigea directement vers le réfrigérateur. « Je meurs de faim », annonça-t-elle, fouillant pour trouver une collation. Sophia sourit, regardant la fille prendre un yaourt. « Nous avons des restes de pâtes du dîner d'hier soir. Je peux les réchauffer si tu veux. » proposa-t-elle, bien que Clara semblait parfaitement satisfaite de son yaourt pour le moment. « Le yaourt suffit pour l'instant, » dit Clara, se laissant tomber à la petite table à manger. Sophia la rejoignit et attrapa de nouveau son téléphone. Elle hésita un instant avant de tourner l'écran pour que Clara puisse voir l'affichage. Une image d'une plage immaculée avec de l'eau turquoise scintillait à l'écran. Une publicité pour un forfait vacances aux Caraïbes. « Regarde ça », dit Sophia. Ses yeux brillaient d'une excitation hésitante. Clara plissa les yeux, se penchant en avant. « Waouh, ça a l'air incroyable », répondit-elle. Sa voix montait en tonalité. « C'est là que nous allons pour les vacances ?» Il y avait une innocence pleine d'espoir dans son ton, comme si elle n'y croyait pas tout à fait mais le désirait désespérément. Sophia retint son souffle, incertaine de comment expliquer son inspiration soudaine. « Je pensais, peut-être que nous devrions aller quelque part. Ça fait si longtemps que nous n'avons rien fait d'amusant, juste nous deux. » Elle se sentait nerveuse même en le disant à voix haute. L'argent était toujours serré, et cela faisait des années qu'elle n'avait pas envisagé de dépenser pour autre chose que les nécessités. Les yeux de Clara s'écarquillèrent. « Vraiment ? Tu veux dire, comme de vraies vacances ? Tu ne plaisantes pas ?» Elle laissa la cuillère tomber dans le pot de yaourt avec un léger tintement. « De vraies vacances. » confirma Sophia, bien qu'elle chuchotât, comme si exprimer son désir allait briser la délicate bulle d'espoir. « Juste toi et moi, peut-être quelque part avec une plage. On ne peut pas faire quelque chose de trop chic, mais j'ai un peu économisé. » Depuis la disparition d'Ethan, Sophia avait appris à faire des miracles avec chaque dollar. Il n'y avait pas eu de dépenses somptueuses, pas de temps libre, pas de virée spontanée au centre commercial. Pourtant, au cours de la dernière année, elle avait lentement mis de côté un petit fonds de voyage. À l'époque, elle s'était dit que c'était juste un fonds de précaution, pour les urgences,
ou pour réparer la vieille voiture si elle tombait en panne. Mais maintenant, elle se demandait si le moment n'était pas venu de l'utiliser pour quelque chose qui revitaliserait leurs esprits. Clara tendit la main par-dessus la table et saisit celle de sa mère. Son visage rayonnait d'espoir. « Maman, on peut vraiment le faire ?» Sophia sourit, réchauffée par la foi de sa fille en elle. « Oui. Nous allons le faire, » répondit-elle fermement. Elle navigua sur le site avec une confiance retrouvée et cliqua sur une offre promotionnelle. Un forfait vol et hôtel était réduit pour la saison estivale à venir. Son cœur battait la chamade alors qu'elle tapait les détails, 2 billets, un adulte, un enfant, pour un séjour de 5 jours dans un modeste hôtel en bord de mer. Elle remplit rapidement les informations de sa carte de crédit, ignorant la petite voix dans sa tête qui chuchotait à quel point l'argent pourrait être serré après. La finalité de cliquer sur « Confirmer » fut comme relâcher un souffle qu'elle avait retenu pendant des années. Pour la première fois depuis longtemps, Sophia fit quelque chose purement pour la joie de vivre, un cadeau pour elle-même et sa fille. Une vague d'émotion la submergea. L'euphorie, la peur, la résolution et un sentiment d'émerveillement. Elle et Clara se regardèrent alors que le site web confirmait la réservation. La petite roue qui tournait à l'écran s'arrêta enfin, et le message « Réservation confirmée, votre voyage vous attend » clignota devant elles en lettres lumineuses. Clara poussa un cri d'excitation. Sophia rit, les larmes menaçant de déborder de ses yeux. Plus tard ce soir-là, alors que le soleil se couchait derrière les toits de leur quartier de banlieue, la mère et la fille se retrouvèrent dans le salon, tourbillonnant dans une danse spontanée de joie exubérante. Pendant un instant fugace, Sophia se sentit elle-même une enfant insouciante. C'était comme si le voile des dernières années s'était momentanément levé. « Maman, » dit Clara à bout de souffle après leur danse. « On peut avoir des maillots de bain assortis ? Tu sais, puisque ce sera notre première fois à l'océan. » Sophia caressa doucement les cheveux de sa fille. « Pourquoi pas, » dit-elle en riant. « On ira faire du shopping le week-end prochain, d'accord ?» Clara rayonna. « Ça va être le meilleur voyage de tous les temps. C'est comme si nous étions enfin libres. » Le cœur de Sophia se serra aux mots de sa fille. À quel point cette enfant avait-elle vu et ressenti pour décrire leur vie comme si elles avaient été enchaînées. La vérité était que la disparition et la prétendue mort de son père avaient laissé Clara confuse et souvent triste, mais la fille en parlait rarement. Au lieu de cela, elle embouteillait ses émotions, essayant de ne pas accabler sa mère. Sophia jura silencieusement de faire de ce voyage un tournant dans leur deux vies. Cette nuit-là, longtemps après que Clara soit allée se coucher, Sophia erra dans la petite maison, rangeant, mais son esprit était envahi de pensées et de souvenirs. Elle aperçut une photographie encadrée d'Ethan, à l'époque où ils étaient encore heureux. Il souriait, son bras autour de sa taille, tandis que Sophia tenait une petite Clara dans ses bras. Elle détourna le regard, sentant un nœud de vieille douleur se serrer dans sa poitrine. Sophia posa la photo, face contre terre sur la table. Les vieilles larmes menaçaient de monter, mais elle refusa de les laisser couler. Plus de larmes. Murmura-t-elle à voix haute, comme si elle s'adressait au fantôme d'Ethan. Tu n'es pas là. Et je suis toujours en vie. Je vais vivre, pour moi, et pour Clara. À ce moment, elle sentit une poussée de détermination. Ces vacances n'étaient peut-être qu'un petit pas, mais c'était un premier pas audacieux vers la reprise de sa vie, vers la réintégration de l'espoir, du bonheur et de la possibilité de l'amour pour elle-même, l'amour pour sa fille, et peut-être, un jour, un amour qui ne ferait pas mal et ne trahirait pas. Pour comprendre ce qui avait conduit Sophia à ce carrefour, il fallait remonter 10 ans en arrière. Elle avait 26 ans et travaillait comme réceptionniste dans une société financière locale, naviguant sur la ligne fine entre ambition et timidité. Un après-midi, elle rassemblait ses papiers, se préparant à quitter le bureau, lorsqu'un grand étranger aux cheveux impeccablement coiffés entra. « Bonjour, monsieur Duncan est-il toujours là ?» demanda-t-il, sa voix grave remplissant le petit espace d'accueil. Ses yeux pétillaient d'un charme naturel, joueur, confiant. Sophia leva les yeux, momentanément désarmée. « Je crois qu'il vient de sortir, » répondit-elle, essayant de garder son calme professionnel. « Il devrait être de retour dans une dizaine de minutes si vous voulez attendre. » L'homme haussa les épaules, offrant un sourire charismatique qui fit battre le cœur de Sophia. « Je n'ai nulle part ailleurs où être, » dit-il. Et ainsi, il s'assit, engagea une conversation amicale et la fit rire malgré elle. Son nom était Ethan Westbrook,
et il était là pour discuter de documents financiers avec Monsieur Duncan. En l'espace de ces 10 minutes, ils découvrirent qu'ils aimaient le même type de musique, avaient lu quelques-uns des mêmes livres et n'aimaient pas la même équipe sportive locale, bien qu'Ethan ait plaisanté en disant qu'il devrait peut-être la convertir un jour. Au moment où Monsieur Duncan revint, Sophia et Ethan discutaient comme de vieux amis. Ils continuèrent à parler même après l'apparition de Monsieur Duncan, ce qui conduisit à une invitation à dîner, et c'est ainsi que commença leur romance éclair. Ethan était un entrepreneur, s'adonnant au commerce électronique et à des investissements à petite échelle. Il était confiant et se vantait souvent de ses projets de grand succès. Sophia trouvait son ambition électrisante. Elle était habituée aux gens qui se contentaient de ce qu'ils avaient, mais la soif d'Ethan pour plus alluma en elle un feu qu'elle n'avait jamais connu auparavant. Au début, il la submergea de grands gestes, des escapades surprises le week-end, des dîners élégants dans les restaurants les plus chics de la ville et des cadeaux attentionnés qui arrivaient toujours au moment parfait. Des amis avertirent Sophia de prendre son temps. Il semblait presque trop beau pour être vrai, mais elle était jeune, pleine d'espoir et convaincue qu'elle avait enfin trouvé quelqu'un qui la voyait, la chérissait et voulait construire un avenir à ses côtés. En moins d'1 an, ils se marièrent. Les parents de Sophia, qui avaient d'abord été sceptiques face à la grandiloquence d'Ethan, finirent par succomber à son charme. Le mariage fut une affaire modeste, mais il sembla magique à Sophia. Elle n'avait jamais été du genre à rêver d'une grande robe de princesse, mais marcher dans l'allée pour rencontrer Ethan, c'était comme entrer dans un conte de fées. Le souvenir de l'échange des vœux était gravé dans son esprit, Ethan la regardant dans les yeux, promettant une vie d'amour, de loyauté et de prospérité. Elle crut chaque mot. Peu après, leur fille, Clara, naquit. En tenant son petit bébé dans ses bras, Sophia ressentit un amour qui éclipsait tout le reste. Elle remarqua également qu'Ethan semblait réellement ému. Dans ses premières semaines, il choyait à la fois la mère et l'enfant, se précipitant à la maison après les réunions pour nourrir ou tenir le bébé. Pendant un temps, ce fut comme si l'univers avait conspiré pour donner à Sophia tout ce qu'elle avait jamais espéré. Un soir, plusieurs mois après la naissance de Clara, Sophia se réveilla pour trouver Ethan berçant Clara dans la chambre d'enfant faiblement éclairée. Il portait une expression douce qu'elle n'avait jamais vue auparavant, berçant le bébé doucement, murmurant des berceuses et des blagues stupides. Elle se tenait à l'embrasure de la porte, le cœur débordant d'amour. Quelle chance elle avait, pensait-elle, d'avoir trouvé cet homme qui était non seulement charismatique mais aussi tendre. Le matin, Ethan parlerait de leur avenir, comment il voulait développer son entreprise pour qu'il envisage des vacances en famille, une plus grande maison et la stabilité qu'elle avait désirée toute sa vie. Ses amis la taquinaient à propos de sa famille parfaite, mais elle portait leur taquinerie avec fierté, convaincue d'avoir gagné à la loterie de la vie. Les conversations avec des amis se déroulaient souvent ainsi, « Ami, Sophia, Ethan a-t-il un frère ?» Parce que si oui, arrange-moi le coup. Sophia, riant, j'ai peur qu'il soit unique en son genre. Tu devras te contenter de ton fiancé. Ami, il est tellement dynamique. Comme s'il avait toujours un plan. J'envie ça. Il va aller loin, Sophia. Sophia, oui, n'est-ce pas? Nous verrons où la vie nous mène, je suppose. Mais je suis partante pour l'aventure. Pourtant, avec toute la brillance et le charme d'Ethan, il y avait un courant sous-jacent d'agitation. Il changeait d'idée commerciale aussi souvent que la plupart des gens changeaient de vêtements, affirmant toujours que cette nouvelle entreprise serait la bonne. Sophia essayait de le soutenir, bien qu'elle se sente mal à l'aise lorsqu'il demandait à puiser dans leurs économies. Juste pour me dépanner, disait-il, jusqu'à ce que les rendements arrivent. Au début, cela semblait porter ses fruits. Il faisait un investissement chanceux, gagnait gros sur un projet, et ses doutes disparaissaient. Mais la nature de montagne russe de tout cela la laissait légèrement étourdie. Chaque fois qu'elle exprimait son inquiétude, il l'embrassait sur le front et la rassurait. « Ne t'inquiète pas, chérie. Nous construisons un avenir ensemble. Fais-moi confiance. » Et elle le faisait. Sa foi en lui était inébranlable. Après le premier anniversaire de leur fille, Ethan entreprit de plus en plus de voyages d'affaires. Il prétendait que ces voyages servaient à obtenir des fonds, à rencontrer des clients potentiels ou à explorer de nouveaux marchés. Sophia n'aimait pas les longues périodes sans lui, mais elle justifiait cela comme un sacrifice nécessaire. « Tout pour nous, disait-il, en clignant de l'œil, alors qu'il roulait sa valise vers la porte d'entrée. Bien sûr, les fissures n'étaient pas encore visibles pour Sophia. Avec le recul,
elle se rappellerait ses premières années avec un sentiment doux amer de nostalgie. Elle avait été si béatement inconsciente, convaincue que son mariage était l'envie de tous ceux qui l'entouraient. Dans ses pires jours, elle souhaitait pouvoir revenir en arrière et le revivre, même si cela signifiait vivre dans l'ignorance de ce qui allait arriver. Mais pour l'instant, dans ses souvenirs, Ethan était toujours l'étranger charmant qui était entré dans sa vie un soir, changeant son cours pour toujours. Et pendant un temps, Sophia crut que c'était la meilleure chose qui lui soit jamais arrivée. Quelques années après le mariage, Sophia commença à remarquer de subtils changements. Ethan, autrefois si généreux de son temps et de son attention, s'était éloigné. Il restait dehors tard, invoquant des dîners d'affaires ou des appels urgents de clients. Il voyageait plus fréquemment que jamais, ne donnant souvent qu'un jour ou deux de préavis. Au début, Sophia rationalisa. Les entrepreneurs devaient se démener, se disait-elle. Les marchés ne dormaient jamais, et Ethan non plus s'il voulait rester en tête. Mais un incident, une nuit, la fille se demandait si elle n'ignorait pas simplement des signes avant-coureurs. Il était presque minuit lorsqu'elle entendit la porte d'entrée se déverrouiller. Sophia était assise sur le canapé du salon, attendant anxieusement tandis que la télévision ronronnait en arrière-plan. Ethan entra en trébuchant, sentant l'alcool. Il essaya de se tenir au mur. « Tu es toujours debout » dit-il d'une voix pâteuse, clignant des yeux vers elle comme s'il était surpris de trouver sa femme dans leur salon. Sophia se leva, les bras croisés sur sa poitrine. « J'étais inquiète. Tu avais dit que tu serais rentré pour le dîner. » Il haussa les épaules, enlevant sa veste et la jetant sur une chaise. Une réunion d'affaires a traîné. Ses yeux brillèrent d'une pointe d'agacement. « Je suis fatigué. Ne nous disputons pas pour ça. » Un nœud se forma dans la poitrine de Sophia. Elle avait toujours été patiente, mais sa désinvolture la froissa. « Je n'essaie pas de me disputer. Je veux juste savoir où tu étais. » Ethan soupira dramatiquement, comme si son inquiétude était une nuisance. « Je te l'ai dit. Une réunion d'affaires. Nous avons conclu un gros contrat, alors nous avons bu quelques verres pour fêter ça. » Il fit une pause, titubant légèrement. « Pouvons-nous en parler demain ?» Le matin, il ne donna que des détails minimaux. Il ne divulguerait pas avec qui il était ni la nature du gros contrat. Elle ressentit une pointe de douleur qu'il ne se confie plus à elle, mais elle la laissa passer. Elle ne voulait pas être la femme harcelante. Pourtant, le schéma continua. Il devint plus secret avec son téléphone, évitant les conversations sur les finances. Il y eut des moments où elle aurait juré qu'il envoyait des SMS à quelqu'un tard le soir, mais il prétendait toujours que c'était un collègue dans un fuseau horaire différent. Sophia sentit sa confiance vaciller alors que la relation autrefois transparente devenait trouble. Un dimanche matin, alors qu'Ethan était parti pour un brunch avec un client, Clara entra en courant dans le salon, son téléphone à la main. « Le téléphone de papa est par terre », annonça-t-elle, comme si elle rapportait des nouvelles. Sophia prit l'appareil et y jeta un coup d'œil. Un aperçu de message texte clignota à l'écran, d'un numéro inconnu. « Hâte de te revoir. Hier soir, c'était. » Le message était coupé, mais c'était suffisant pour envoyer une secousse d'anxiété dans son corps. Quand elle tenta d'ouvrir le message, le téléphone demanda un code qu'elle ne connaissait pas. Ethan rentra une heure plus tard, léger et bavard, jusqu'à ce qu'elle mentionne le SMS. Son visage s'assombrit. C'était un partenaire commercial. « Nous devons les garder contents, » dit-il vaguement, son ton brusque. « Tu n'as pas à t'en soucier. » Ses yeux se plissèrent. Des partenaires commerciaux qui t'envoient des messages comme ça. Il soupira, secouant la tête avec une exaspération feinte. Certaines personnes ont des façons bizarres d'exprimer leur enthousiasme pour les affaires. Tu sais comment ça se passe. Ils sont juste amicaux. Sophia se sentait mal à l'aise, mais elle ne voulait pas non plus l'aliéner ou paraître paranoïaque. Alors, elle haussa les épaules. Une petite voix dans sa tête la réprimandait d'être méfiante. Il t'a épousée. Il t'a choisi. Elle voulait le croire, croire au rêve qu'ils avaient construit. Pourtant, son intuition lui disait que quelque chose n'allait pas. Au cours des mois suivants, le comportement d'Ethan devint plus suspect. Il disparaissait pendant des heures, affirmant qu'il rencontrait un client dont il devait protéger la confidentialité. Il manqua le spectacle de danse de Clara, quelque chose qu'il avait promis de ne jamais faire. À la maison, il s'endormait parfois sur le canapé,
trop épuisée par le travail pour même se rendre à la chambre. Sofia commença à se demander si elle perdait la tête, si l'homme dont elle était tombée amoureuse lui échappait lentement, remplacé par une figure obscure qu'elle ne reconnaissait pas. Pendant cette période, elle se confia à l'une de ses plus proches amies, Beth, qui avait été témoin des premiers jours de contes de fées de son mariage avec Ethan. Sofia, murmurant anxieusement pendant le déjeuner. C'est comme si je vivais avec un étranger. Il ne me parle plus. Il est toujours au téléphone, toujours en voyage. Je ne sais pas ce qui est réel et ce qui est dans ma tête. Beth, fais confiance à ton instinct, Sofia. Tu n'inventes rien. Pourrait-il voir quelqu'un d'autre? Sofia, je ne veux pas croire ça. C'est peut-être juste le stress, le travail est difficile, et il essaie toujours de conclure des affaires. Je réagis peut-être de manière excessive. Bête. Ou peut-être que non. Garde les yeux ouverts. Sofia, ne le laisse pas te faire douter de toi si ton instinct hurle. Sofia alternait entre suspicion et culpabilité, incapable de concilier l'Ethan aimant qu'elle avait connu avec cet homme évasif qui semblait déterminé à la maintenir dans l'ignorance. Elle le questionnait parfois doucement, pour ne recevoir que des réponses vagues ou un rejet pur et simple. Il insistait sur le fait qu'elle imaginait des choses, qu'elle laissait l'inquiétude prendre le dessus. Le gaslighting, bien qu'elle n'ait pas ce mot dans son vocabulaire à l'époque, commençait à s'immiscer dans leur mariage. Un soir, après que Clara soit allée se coucher, Sofia rassembla enfin le courage d'exprimer directement ses préoccupations. Ethan était appuyé contre le comptoir de la cuisine, finissant une tranche de pizza laissée de côté. Ethan, dit-elle doucement, s'asseyant à la petite table à manger. Nous devons parler. Il leva les yeux au ciel. Sauf, je suis vraiment fatigué. Ça ne peut pas attendre? Elle secoua la tête. Non. Ça ne peut pas. J'ai l'impression de ne plus savoir ce qui se passe dans ta vie. Tu vas et viens à des heures étranges, tu es secret avec ton téléphone, et tu es distant même quand tu es là. J'ai besoin de savoir ce qui se passe. Il hésita, puis afficha un sourire dédaigneux. Bébé, tu te prends trop la tête. Mon entreprise décolle, et je dois faire tout ce que je peux pour la maintenir. Tu devrais être heureuse que je travaille si dur pour nous. Sofia déglutit, sa voix craquant légèrement. Mais es-tu sûr que c'est pour nous? Ses traits se durcirent. Qu'est-ce que tu insinues? Elle détourna le regard, ne sachant pas comment exprimer ses peurs sans accuser. Je ne sais pas. Peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre, ou peut-être que tu as des problèmes financiers. J'ai besoin d'honnêteté de ta part. Ethan ricana, jetant la croûte de pizza à la poubelle avec une force inutile. Je n'arrive pas à croire que tu puisses penser si mal de moi. Tout ce que je fais est pour notre famille. Tu verras avec le temps, une fois que j'aurai conclu les affaires sur lesquelles je travaille. Arrête de douter de moi. Son ton la blessa, et ses épaules s'affaissèrent de défaite. Elle voulait s'accrocher à la possibilité qu'il disait la vérité. Sans preuve solide, l'affronter semblait risquer une explosion nucléaire. Et elle était terrifiée à l'idée de perdre ce qui restait de leur mariage. Pourtant, les fissures dans leur relation continuaient de s'élargir. Et Sofia sentait que quelque chose allait céder. Elle s'accrochait à l'espoir en ces jours-là. L'espoir qu'Ethan reviendrait vers elle, qu'il sortirait de n'importe quel brouillard dans lequel il se trouvait. Elle ne savait pas encore que ces fissures n'étaient que le prélude à la faille massive qui allait finalement briser son monde. Un froid s'était installé dans la maison. C'était un matin d'automne frais, le soleil à peine levé derrière les nuages. Sofia se tenait près de la fenêtre, tenant la main de Clara, attendant le retour d'Ethan d'un court voyage d'affaires. Il était parti 4 jours plus tôt, promettant d'être de retour pour le premier entraînement de football de Clara de la saison. Les heures s'écoulèrent. L'entraînement eut lieu et se termina. Ethan n'apparut pas. Le soir venu, l'inquiétude de Sofia s'était transformée en une boule serrée d'appréhension dans son estomac. Elle appela son téléphone à plusieurs reprises, mais il tombait directement sur la messagerie vocale. Pas de SMS, pas de mail, pas d'indice. 2 jours de plus s'écoulèrent dans une attente angoissante. Sofia appela les hôtels où il séjournait habituellement, mais aucun ne l'avait enregistré. Elle passa au crible ses emails, rien de nouveau ni de suspect, mais aucune indication non plus de l'endroit où il pouvait se trouver. Désespérée,
Elle laissa des messages à ses prétendus partenaires commerciaux, mais ils n'offrirent aucune aide. Certains dirent qu'ils n'avaient pas eu de nouvelles d'Ethan depuis des semaines. À la fin de la semaine, la panique la consuma. Avait-il eu un accident? Était-il blessé dans un hôpital quelque part? Ou y avait-il quelque chose de plus sinistre en jeu? Elle déposa un rapport de personnes disparues au poste de police local. Des larmes coulaient sur son visage alors qu'elle fournissait les dernières informations connues sur sa localisation. Clara, sentant la tension, demanda à plusieurs reprises « Où est papa? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose de grave ?» Sophia tenta de la rassurer, rassemblant le ton le plus calme possible. « Nous ne savons pas encore, chérie, mais je fais tout ce que je peux pour le retrouver. » Quand une semaine s'étira en deux, la vie de Sophia devint un cauchemar sans sommeil. La police n'avait aucune piste. Beth, son amie proche, tenta d'aider en publiant des appels en ligne pour obtenir des informations. Si quelqu'un a vu Ethan Westbrook, veuillez contacter les autorités. Disaient les publications sur les réseaux sociaux, accompagnées d'une photo de lui souriant avec Clara dans ses bras. Ils reçurent une poignée de tuyaux qui ne menèrent à rien, un passant qui pensait avoir vu Ethan dans un bar du centre-ville, un collègue qui se souvenait qu'il avait mentionné un voyage à Chicago. Chaque piste était une impasse. Le sentiment de vertige devint plus fort dans l'esprit de Sophia. Qui était exactement cet homme qu'elle avait épousé? Où avait-il pu aller? Et pourquoi n'appelait-il pas? Tard un soir, après avoir bordé Clara, Sophia se retrouva assise sur le sol du salon, entourée d'albums photos, de documents financiers et de son téléphone. Elle passait au crible les relevés bancaires, reconstituant chaque détail possible sur les finances d'Ethan. C'est là qu'elle découvrit un schéma troublant, de gros retraits effectués sur leur compte d'épargne joint au cours des 6 derniers mois, des milliers de dollars à la fois. Elle ne l'avait pas remarqué car elle vérifiait rarement le compte, faisant confiance à Ethan pour gérer les finances. Son cœur battit la chamade. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» murmura-t-elle, scannant à nouveau les relevés. Certaines des transactions étaient acheminées vers des comptes à l'étranger. Elle griffonna les numéros de compte, un sentiment de trahison l'envahissant. Ce n'était pas le comportement d'un homme gérant une entreprise honnête. Le lendemain, elle se rendit à la banque, exigeant des réponses. Le guichetier expliqua qu'Ethan avait autorisé ces transferts, montrant les documents signés et les confirmations numériques. Sophia fixa les signatures nettes qui ressemblaient exactement à celles d'Ethan, son monde tourbillonnant. Ils détournaient leur argent. Dans quel but? Elle quitta la banque, étourdie. Cet après-midi-là, elle contacta M. Duncan, son ancien patron qui connaissait Ethan depuis leur première rencontre. Il admit qu'Ethan était passé quelques mois plus tôt, divagant à propos d'une grande opportunité, mais avait fourni peu de détails. Plus révélateur encore, M. Duncan déclara qu'il avait cessé de parler d'investissement légitime et avait commencé à laisser entendre des accords offshore. Il m'a mis mal à l'aise, alors j'ai refusé de le soutenir. Sophia lui demanda doucement, « Pensez-vous qu'il soit en danger ?» M. Duncan haussa les épaules. Difficile à dire. Ethan avait le don de séduire les gens, mais s'il traitait avec les mauvaises personnes. Peut-être. Ou peut-être qu'il est simplement parti avec l'argent. La terreur s'accrochait à chaque pensée de Sophia. Elle ne pouvait pas, ne voulait pas, croire qu'Ethan avait volontairement abandonné sa famille. Malgré tous ses défauts, il aimait Clara. Cela devait compter pour quelque chose, n'est-ce pas? Les jours se transformèrent en semaines. L'enquête policière stagna. Beth tenta de remonter le moral de Sophia. Peut-être qu'il se montrera, se sentant coupable, dit Beth, bien que son ton trahisse son propre doute. Sophia tenta de rester forte pour Clara, mais chaque jour qui passait rongeait sa détermination. Un après-midi, par pur désespoir, Sophia appela le lieu de travail d'Ethan, une start-up de commerce électronique qu'il avait fréquemment mentionnée. Une voix confuse à l'autre bout dit, « Ethan Westbrook ? Il a démissionné il y a quelques mois. » Pourquoi demandez-vous? Sophia sentit le sol se dérober sous ses pieds. Démissionné? Mais il a dit qu'il était là la semaine dernière pour une réunion importante. Madame, vous devez vous tromper. Il ne travaille plus ici depuis des lustres, répondit la voix. Après une brève pause, la personne ajouta avec sympathie, « J'espère que tout va bien. » Sophia raccrocha, les mains tremblantes. S'il avait démissionné il y a des mois, où était-il allé chaque jour avec une mallette et un air de détermination résolue? Où était passé l'argent?
Dans les semaines qui suivirent, Sofia dériva dans une brume de confusion et de chagrin. Les paiements hypothécaires étaient en retard, les factures s'accumulaient, et elle réalisa avec une clarté écœurante que les comptes étaient presque vides. Ethan l'avait laissée financièrement démunie. Le charmeur aux grands rêves semblait s'être évanoui dans l'air, laissant derrière lui une traînée de dettes et de mensonges. Sofia se sentait trahie, stupide et complètement seule. Clara s'ennuyait terriblement de son père, demandant fréquemment « Quand papa revient-il » Chaque fois, Sofia avait du mal à trouver un mensonge réconfortant. Finalement, tout ce qu'elle pouvait dire était « Je ne sais pas », avant de changer de sujet ou d'essayer de distraire Clara avec un jeu ou un film. Chaque nouveau jour apportait avec lui la question « Comment avancer quand toute ma réalité a été déchirée ?» Sofia s'accrochait à la conviction que peut-être, juste peut-être, il y avait une explication parfaitement rationnelle. Peut-être qu'Ethan était impliqué dans quelque chose de plus grand qu'il ne pouvait gérer, et qu'il reviendrait d'un jour à l'autre, contrit et en larmes. Mais au fond d'elle, elle craignait qu'il n'y ait pas de solution nette. Et ainsi, la femme qui avait cru aux contes de fées et aux fins heureuses se retrouva perdue dans un labyrinthe de questions sans réponse, au bord d'une obscurité qu'elle n'avait jamais imaginée. Elle ne pouvait pas le savoir alors, mais ce n'était que le début d'une histoire qui l'amènerait à travers le chagrin, la trahison, la renaissance, et finalement, l'espoir. 6 mois après la disparition d'Ethan, le téléphone sonna avec une nouvelle qui glaça Sofia tout entière. Elle était en train de plier le linge, les robes d'été vives de Clara drapées sur son bras, lorsqu'elle entendit la voix à l'autre bout du fil. Madame Westbrook, demanda un officiel au ton sévère. Le cœur de Sofia fit un bond. Oui, c'est moi. Ici l'agent consulaire Johnson de l'ambassade des États-Unis en Espagne. Je crains que nous ayons de mauvaises nouvelles concernant votre mari, Ethan Westbrook. Le souffle de Sofia se coupa dans sa gorge. L'agent parla lentement, délibérément, expliquant qu'Ethan Westbrook avait été identifié comme victime d'un accident de voiture mortel à la périphérie de Barcelone. Les autorités locales avaient utilisé son passeport et quelques effets personnels pour confirmer son identité. Sofia faillit s'effondrer sur le canapé, ses jambes chancelantes, alors qu'elle absorbait les mots « mort ». Comment cela pouvait-il être? Clara était dans sa chambre, probablement en train de jouer avec ses poupées. Les lèvres de Sofia tremblaient alors qu'elle essayait de garder son calme. « Êtes-vous certain ?» réussit-elle à demander. L'officiel hésita avant de dire « Nous sommes sûrs à 99%. Les autorités effectueront d'autres vérifications, mais nous avons son passeport et son permis de conduire. Nous sommes terriblement désolés pour votre perte. » Dans les jours qui suivirent, des arrangements furent pris pour que la dépouille soit transportée aux États-Unis. Le service funèbre fut étonnamment petit, auquel assistèrent quelques amis et proches de Sofia, bien que beaucoup s'étaient éloignés pendant les récents troubles. Personne ne semblait savoir qui inviter du côté d'Ethan. Il avait été enfant unique, et Sofia n'avait jamais été proche des membres de sa famille élargie qu'il mentionnait. Le cercueil était fermé. On lui avait dit que l'accident avait été horrible et qu'il valait mieux ne pas voir le corps. Encore sous le choc, Sofia accepta. Même si elle se tenait à côté du cercueil, les larmes coulant sur ses joues, une étrange inquiétude l'enveloppait. Quelque chose n'allait pas. Le jour de la cérémonie était couvert, avec un vent froid qui fouettait le cimetière. Clara, les yeux écarquillés et le visage pâle, s'accrochait à la main de Sofia, ne saisissant pas pleinement la finalité de la mort. Beth frotta le dos de Sofia pendant que le pasteur prononçait un éloge funèbre solennel. « Je suis tellement désolée, Sofia. »« C'est inimaginable, » murmura-t-elle. Sofia hocha simplement la tête, engourdie. Elle se rappela leur dispute, le sentiment de trahison à propos de l'argent disparu, mais tout cela semblait insignifiant face à la finalité de son départ. Pour toujours. Aurait-elle pu le sauver des problèmes dans lesquels il se trouvait? Était-il vraiment mort confus et seul dans un pays étranger? Pourtant, une voix tenace dans sa tête refusait de se taire. Pourquoi l'Espagne? Quand y a-t-il voyagé? A-t-il laissé un itinéraire de vol ou mentionné une nouvelle entreprise en Europe? Et comment l'ambassade avait-elle trouvé son numéro si facilement après qu'elle ait déposé un rapport de personnes disparues? Les détails semblaient trop flous, trop artificiels. Mais, sous l'emprise de son chagrin, elle n'avait pas l'énergie de s'interroger davantage. Au cours des semaines suivantes, Sofia se força à aller de l'avant. La vie ne s'arrêtait pas pour son chagrin. Elle prit des heures supplémentaires au café, déterminée à payer les factures.
Clara semblait gérer la perte à la manière d'une enfant, demandant occasionnellement « Papa ne reviendra vraiment jamais ?» Chaque fois, Sofia ressentait une pointe de tristesse. « Non, bébé, disait-elle doucement. Il est allé au paradis. » Pour calmer ses doutes persistants, Sofia contacta de nouveau l'agent consulaire, demandant des rapports plus détaillés. Mais les réponses étaient bureaucratiques et inutiles. Les autorités espagnoles avaient jugé l'accident, une vitesse excessive sur une route mouillée. Il y avait peu à dire de plus. Un soir frisquet, longtemps après les funérailles, Clara dormait, et Sofia fouillait dans une boîte de vieux papiers d'éthane dans le grenier. C'est alors qu'elle découvrit quelque chose d'encore plus énigmatique. Une enveloppe non marquée, nichée à l'intérieur d'un dossier, contenait un seul reçu de billet d'avion, pour un vol qu'Ethan avait pris pour Londres l'année précédente. La date était étrangement proche de la période où il prétendait avoir été en voyage d'affaires à Chicago. Elle le fixa, son esprit s'emballant. Cela signifiait qu'Ethan avait voyagé à l'étranger, mentant sur sa localisation plus d'1 an avant sa disparition. Elle frissonna, se souvenant du jour où il était apparu sentant l'alcool et lui avait donné des explications sommaires. Les virements d'argent, les SMS cryptiques, les appels téléphoniques secrets. Tout cela s'est coalescé en un soupçon qu'Ethan avait mené une double vie. Pourtant, face à la réalité de sa mort, elle ressentait des émotions contradictoires, colère, tristesse, confusion. Quelle était la vérité sur son mari? Néanmoins, elle essaya d'enterrer ces questions. Après tout, il y avait un enfant à élever, un prêt immobilier à rembourser d'une manière ou d'une autre, et un compte bancaire vide. Elle décida de ne plus s'en obséder. Il est mort, se dit-elle. C'est la fin de l'histoire. Il est temps de passer à autre chose. Mais passer à autre chose s'avéra difficile. L'anxiété la hantait, et la nuit, elle se réveillait en sursaut de rêve où Ethan apparaissait vivant, l'invitant à le suivre dans une obscurité mystérieuse. Elle consulta un conseiller en deuil à quelques reprises, essayant de parler de ses sentiments compliqués. Le conseiller offrit des stratégies d'adaptation, insistant sur le fait de prendre soin d'elle-même, mais Sofia ne pouvait pas s'engager pleinement. Elle avait l'impression de ne faire qu'exister, jour après jour. Amis et connaissances, en apprenant le décès d'Ethan, étaient soit maladroitement sympathiques, soit poliment distants. Certains bavardent que Sofia était mieux sans lui, étant donné son comportement suspect. D'autres murmuraient au sujet de possibles indemnités d'assurance-vie, comme si cela pouvait remplacer un père pour son enfant. Chaque remarque insensible ne faisait qu'approfondir sa détermination à protéger Clara et elle-même des regards indiscrets du monde. Les mois s'écoulèrent, et bien qu'elle restât fonctionnelle, Sofia sentit son âme vidée. Elle comparait son existence à une maison dont toutes les lumières étaient éteintes. Elle était là, physiquement, mais son esprit était éteint, vacant. Elle accomplissait les gestes, les quarts de travail, les tâches parentales, quelques sourires forcés aux voisins. Mais elle n'était plus la fille pleine d'espoir qu'elle avait été. Elle riait rarement maintenant, et l'avenir semblait être un terrain vague inexploré. Pourtant, une petite voix refusait d'être réduite au silence. Quelque chose cloche. Quelque chose ne concorde pas. Avec le temps, cette voix deviendrait plus forte, la poussant à remettre en question tout ce qu'elle avait accepté comme vérité. Mais pour l'instant, elle la laissa rester un faible écho, éclipsé par les exigences pressantes de la survie quotidienne. Étrangement, malgré son chagrin écrasant et sa confusion, il y avait un étrange sentiment de soulagement. Elle n'avait plus à se demander si Ethan rentrerait à la maison ce soir-là, ou s'il mentait sur son emplacement. Le tourment de son absence était résolu, bien que tragiquement. Et maintenant, peut-être, il y avait une chance pour elle de retrouver un semblant de normalité. Ainsi, la vie continua, les funérailles gravées dans sa mémoire comme un dernier adieu à l'homme qui avait autrefois captivé son cœur. Elle était loin de se douter que cet adieu était prématuré, et que les années à venir allaient dévoiler les funérailles pour ce qu'elles étaient réellement, une performance pour un homme qui n'était pas vraiment parti. 3 ans s'étaient écoulés depuis les funérailles d'Ethan, et bien que Sofia portait toujours les cicatrices émotionnelles, elle avait fait de son mieux pour cultiver une vie tranquille et stable pour Clara. Elle avait réussi à obtenir un poste à temps plein au cabinet d'avocat, grâce à son ancien patron qui admirait sa persévérance. Le travail au café devint un à côté qu'elle prenait le week-end quand elle avait besoin d'argent supplémentaire, mais elle ne se débrouillait plus aussi désespérément. Clara, maintenant âgée de 8 ans, s'épanouissait à l'école et dans le sport. Son visage avait perdu une partie de sa rondeur enfantine,
révélant les traits vifs et forts d'une préadolescente qui grandissait trop vite. Sofia se demandait parfois à quel point l'absence d'Ethan avait façonné la maturité de sa fille. Clara parlait rarement de son père maintenant, le mentionnant de manière polie et distante chaque fois que le sujet se présentait. Mais de temps en temps, Sofia la surprenait à regarder une photo de famille avec un regard embué. C'était un samedi typique lorsque la vie de Sofia fut changée à jamais par une rencontre fortuite. Elle était allée en ville pour faire des courses, acheter des provisions, passer à la poste et peut-être offrir à Clara une part de pizza avant de rentrer à la maison. Clara était chez une amie pour une fête d'anniversaire, alors Sofia était seule, poussant un caddie dans la section des fruits et légumes d'un supermarché animé. Elle venait de déposer un sac de pommes dans son caddie lorsqu'elle aperçut un profil familier de l'autre côté de l'allée. L'homme se tenait droit, une aura de confiance émanant de lui alors qu'il examinait différents types de fromages fins. Le cœur de Sofia fit un bond. Ce n'est pas possible, Ethan. Elle cligna rapidement des yeux, se disant que c'était impossible. Mais ensuite il se tourna, et elle vit son visage entièrement, malgré la casquette de baseball discrète qu'il portait. C'était lui. Vivant. Apparemment en bonne santé. Sofia faillit laisser tomber son sac de pommes. Sa vision se brouilla, et son esprit rugit d'une cacophonie d'incrédulité et de colère. Elle voulait s'avancer vers lui, le confronter, mais elle se retrouva figée, la terreur et la fureur se mêlant dans ses veines. Il est censé être mort. Je l'ai enterré. Comme s'il sentait son regard, l'homme se retourna, établit un bref contact visuel, puis détourna rapidement le regard. Mais pas avant que Sofia n'ait aperçu la lueur de reconnaissance dans ses yeux. Il posa rapidement le fromage et détourna son caddie, se fondant dans la foule près du comptoir de la charcuterie. Sofia se précipita, abandonnant son propre caddie, se faufilant entre les étalages de fruits et les étagères de pain. Sa tête tourbillonnait, le cherchant, mais il avait disparu. Secouée, elle tenta de se ressaisir, se disant qu'elle devait halluciner. Peut-être était-ce quelqu'un qui ressemblait à Ethan. L'anxiété lui déchirait la poitrine, et elle décida d'écourter ses courses. Elle paya ses provisions et se précipita dehors, son esprit en tourbillon. Quand elle atteignit enfin sa voiture, elle s'assit au volant, respirant difficilement, essayant de calmer son cœur battant la chamade. Pouvait-il vraiment s'agir de lui? Elle s'attendait à moitié à le voir apparaître derrière elle, peut-être avec une explication farfelue. Mais rien ne se passa. Elle resta seule dans la voiture, le soleil de l'après-midi frappant son pare-brise. Elle pouvait à peine conduire droit en quittant le parking, ses mains tremblantes sur le volant. Cette nuit-là, elle ne mentionna pas l'incident à Clara. Elle sentait que ce serait trop traumatisant de dire « Eh, j'ai peut-être vu ton père, qui est censé être mort, au supermarché. » Au lieu de cela, elle passa la soirée à méditer sur les possibilités. Était-ce une coïncidence cosmique, un sosie? Ou Ethan avait-il vraiment simulé sa mort et vécu sous le radar tout ce temps? Les jours se transformèrent en une semaine, et Sofia ne pouvait se débarrasser du souvenir de ce visage. Elle se retrouvait à scruter chaque foule, chaque trottoir, moitié espérant, moitié redoutant une autre apparition. La tension devint si insupportable qu'elle se confia à Beth. « Sofia, dit-elle, la voix tremblante, je jure que je l'ai vu. Il était juste là, regardant des fromages fantaisistes. Le même visage, la même posture, tout. C'était Ethan. » Les yeux de Beth s'écarquillèrent. « Sofia, vous pourriez vous être trompée? Je veux dire, les funérailles. Je sais. Mais non, je vous assure, je reconnaîtrai le visage de mon mari n'importe où. C'était lui. Beth, c'est insensé. Pourquoi simulerait-il sa mort? C'est un crime énorme, sans parler de tout le traumatisme émotionnel. Sofia, je ne sais pas. Mais je dois le découvrir. Beth conseilla la prudence. Peut-être engager quelqu'un pour enquêter discrètement. Vous avez besoin de preuves solides, insista-t-elle. Vous ne pouvez pas simplement l'affronter si vous avez tort. Cela pourrait vous retomber dessus, surtout pour le bien de Clara. Après mûre délibération, Sofia accepta. Elle contacta un détective privé nommé Miguel Carter, une recommandation d'un des avocats du cabinet où elle travaillait. Miguel était un homme calme et méthodique qui prenait des notes avec diligence pendant que Sofia racontait son histoire. C'est très inhabituel, dit-il, jetant un coup d'œil à ses documents. Vieilles photos, certificat de mariage, avis de décès,
détail des funérailles. Mais pas impossible. Les gens simulent leur propre mort pour diverses raisons, fraude à l'assurance, échapper à des dettes, éviter des poursuites pénales. S'il est vivant, nous le retrouverons. Sofia ressentit un mélange d'appréhension et de soulagement. L'appréhension de l'idée de la toile tortueuse qu'Ethan avait tissée toutes ces années. Le soulagement à l'idée qu'elle pourrait enfin avoir des réponses. Clara méritait de connaître la vérité. Et elle aussi. Au cours des semaines suivantes, Miguel suivit de possibles pistes. Il surveilla le supermarché, vérifia les registres locaux et même étendit sa recherche à tout homme ressemblant à Ethan Westbrook. Au début, il ne trouva rien. Mais vint ensuite la percée, une photo granuleuse d'une caméra de surveillance d'un restaurant haut de gamme dans la ville voisine, prise le même jour où Sofia l'avait vu. L'homme sur la vidéo avait la même taille, la même corpulence et la même structure faciale qu'Ethan, portant des vêtements similaires à ceux décrits par Sofia. Et il n'était pas seul. Il était avec une femme, se tenant par la main alors qu'il sortait du restaurant. Quand Miguel montra la photo à Sofia, son sang se glaça. L'horodatage indiquait qu'elle avait été prise le même après-midi où elle l'avait vue à l'épicerie. Elle plissa les yeux vers la femme. Grande, élégante, avec des cheveux blonds et un sac à main de créateur. « Qui est-elle » demanda Sofia doucement. Miguel haussa les épaules. « Nous enquêtons toujours sur elle. Mais il semble probable que M. Westbrook est vivant avec une autre femme. » Les yeux de Sofia se remplirent de larmes de choc et de colère. La trahison lui semblait fraîche, presque physique. Ethan n'avait pas seulement disparu, il avait mis en scène sa propre mort et recommencé à zéro. « Comment ose-t-il » murmura-t-elle, sa voix tremblante. « Comment ose-t-il faire ça à Clara ?» Elle insista pour que Miguel continue, qu'il découvre plus de détails. La fois suivante où l'enquêteur appela, sa voix était calme et mesurée. « Sofia, j'ai la confirmation que cet homme, se faisant appeler Eric Wallace, correspond à la description d'Ethan Westbrook. Il vit dans une communauté fermée. J'ai réussi à prendre quelques photos. Je ne pense pas qu'il y ait le moindre doute, c'est bien lui. » Sofia fixa les images d'Ethan, plus âgé, mais indubitable. Il sortait d'une berline élégante, portant des vêtements de créateur, la même arrogance facile dans sa posture. Sur une photo, il riait avec une femme blonde, lui tenant la main. Cette vue provoqua une vague de fureur nauséabonde dans l'estomac de Sofia. Elle se sentait utilisée, jetée et humiliée. Cette nuit-là, elle fit les 100 pas dans sa chambre, la rage et le chagrin s'agitant en elle. Elle pensa à leur vœu de mariage, à la naissance de Clara, aux funérailles qui lui avaient semblé si définitives. Les larmes lui vinrent sans qu'elle le veuille. Elle se rappela le moment où elle s'était réveillée en sueur froide, le pleurant, pour découvrir qu'il menait probablement une vie de luxe avec une nouvelle partenaire, détournant l'argent destiné à sa famille d'origine. Le temps de la passivité était révolu. Sofia décida qu'elle devait le confronter le mensonge qui lui avait volé des années de sa vie et brisé l'innocence de sa fille. Et plus que cela, elle voulait des réponses. Comment il avait réussi cette tromperie, pourquoi il l'avait fait, et quel genre d'homme il était vraiment derrière ce sourire charmant auquel elle avait autrefois cru de tout son cœur. Elle était loin de se douter que la tempête qui allait suivre la forcerait à puiser une force qu'elle ne savait pas posséder. Déterminée à révéler la tromperie d'Ethan, Sofia travailla en étroite collaboration avec Miguel, planifiant la meilleure approche pour s'assurer de rassembler les preuves nécessaires. Si Ethan avait vraiment vidé ses comptes et simulé sa mort, il y aurait des conséquences légales. Sofia était résolue à ce qu'il ne puisse pas simplement s'échapper de nouveau. Les recherches de Miguel furent méticuleuses. Il découvrit des sociétés écrans liées au nom d'Ethan, certaines créées avant son soi-disant accident en Espagne. Il y eut des transferts suspects depuis des comptes à l'étranger, certains correspondant aux transactions que Sofia avait remarquées des années plus tôt. La piste de la tromperie était complexe mais de plus en plus claire. Ethan avait détourné des fonds de leur épargne commune et avait peut-être escroqué d'autres investisseurs, puis avait changé d'identité pour refaire sa vie ailleurs. Sofia sentit un feu s'allumer en elle. Elle avait passé des années à se lamenter, vivant avec la supposition que son mari était mort. Pendant ce temps, il construisait un nouvel empire à ses dépens. Elle réalisa maintenant que chaque moment où il travaillait tard ou partait en voyage d'affaires aurait pu être un rendez-vous avec cette maîtresse ou une mission internationale pour cacher leurs biens. Une amertume et une colère profonde s'accumulèrent en elle, mais elle ressentit aussi une énergie de défi.
Elle n'était plus la femme timide qui attendait à la maison qu'il franchisse la porte. Quand Miguel fut certain d'avoir suffisamment d'informations, il suggéra à Sofia de contacter un avocat. Elle choisit une femme brillante et directe nommée Robin Pierce, connue au cabinet pour son style de litige agressif. Robin fut stupéfaite par l'affaire. Il est vivant, et nous avons des preuves. Nous pouvons porter plainte pour fraude, usurpation d'identité, peut-être même plus si nous creusons davantage, dit-elle à Sofia avec un sourire sombre. Mais d'abord, nous avons besoin qu'il avoue ou qu'il montre des preuves claires qu'il est le même homme qui a simulé sa mort. Ils complotèrent donc une confrontation. Sofia approcherait Ethan chez lui, filmant la rencontre pour avoir des preuves audiovisuelles qu'il était bien Ethan Westbrook. Robin et Miguel seraient à proximité, prêts à intervenir si les choses dégénéraient. C'était risqué, mais Sofia était déterminée. Elle voulait le regarder dans les yeux et voir s'il aurait l'audace de la nier en personne. Par un matin frais, sous un ciel teinté d'un doux bleu, Sofia se rendit à la communauté fermée où Ethan, désormais Eric Wallace, vivait. Miguel avait réussi à découvrir que la femme blonde s'appelait Marissa, une mondaine liée à des leaders économiques locaux. La maison était une vaste structure moderne avec des pelouses impeccablement entretenues et des fenêtres brillantes. Sofia ne put s'empêcher de remarquer à quel point elle était radicalement différente de la modeste maison où elle et Clara avaient vécu. Son cœur battait la chamade alors qu'elle montait l'allée. Elle sonna à la porte, s'attendant à moitié qu'il ne réponde pas. Mais après un instant, la porte s'ouvrit en grand, révélant l'homme qu'elle avait autrefois appelé son mari. Il portait une chemise impeccable, un pantalon soigneusement repassé, et une expression de pur choc en la reconnaissant. « Est-ce Sofia » balbutia-t-il, son visage pâlissant. « Comment ? Qu'est-ce que tu » Elle serra les poings sur ses côtés, son corps tremblant d'adrénaline. « Ethan » dit-elle, sa voix se brisant. « Où devrais-je dire Eric Wallace maintenant ?» Il regarda autour de lui nerveusement, comme si les voisins pouvaient entendre. « Je crois que vous vous trompez d'endroit, dit-il faiblement, essayant de refermer la porte. Mais Sofia enfonça son pied dans l'interstice. « Non, tu ne vas pas t'enfuir encore, siffla-t-elle, sa voix basse. Je t'ai enterré. Je pensais que tu étais mort en Espagne. As-tu la moindre idée de ce que tu m'as fait subir, à moi et à Clara ?» À la mention de Clara, l'expression d'Ethan vacilla, révélant momentanément ce qui ressemblait à de la culpabilité. « Je suis désolé, murmura-t-il, à peine audible. Sofia tendit un petit appareil d'enregistrement à la vue de tous, lui faisant savoir que cette conversation était enregistrée. « Commence à expliquer, exigea-t-elle, entrant. « Comment as-tu fait ça ?» Il recula d'un pas, sa posture s'affaissant. « Je n'avais pas le choix, commença-t-il, trébuchant sur ses mots. Il y avait des gens après moi, des recouvreurs de dettes, des gens dangereux. Je devais m'échapper, sinon ils vous auraient blessé, toi et Clara. » Sofia secoua la tête avec colère. « Alors tu as décidé que la meilleure solution était de simuler ta propre mort, de me laisser, moi et ta fille, sans un sou, et de t'installer avec une autre femme ? C'est ça, ta grande excuse ?» À cet instant précis, Marissa apparut dans le couloir, l'air surprise. « Eric ? Qu'est-ce qui se passe ?» Elle jeta un regard perplexe à Sofia. Sofia ressentit une vague d'empathie pour cette femme qui n'avait aucune idée que l'homme avec qui elle était menait une autre vie. « Vous feriez peut-être mieux de vous asseoir, » conseilla-t-elle froidement. Ethan se tourna vers Marissa, levant une main comme pour la calmer. « Marissa, s'il te plaît, laisse-moi m'en occuper. » Mais Marissa le regarda avec colère. « Qui est-elle ? De quoi parle-t-elle » Les yeux de Sofia brillèrent d'une détermination féroce. « Je suis sa femme, dit-elle, laissant les mots couper l'air comme un couteau. Il n'est pas Eric Wallace. Il est Ethan Westbrook, et il a simulé sa mort il y a 3 ans. » Le visage de Marissa se vida de ses couleurs. Elle recula d'un pas, c'est insensé. Ethan Westbrook est mort dans un accident de voiture. Je me souviens en avoir entendu parler. Eric m'en a parlé il y a des années. Sofia laissa échapper un rire amer. Oui, les funérailles d'un homme qui n'est jamais mort en fait. Il était occupé à vider nos finances, à forger des documents. Et apparemment, à vous séduire. Le choc de Marissa se transforma en horreur. Elle regarda Ethan avec des poignards dans les yeux. Espèce de bâtard manipulateur, cracha-t-elle. Tu m'as utilisé.
tu m'as menti pendant des années. Elle se tourna vers Sophia, les yeux remplis de larmes. Je jure que je n'en avais aucune idée. Sophia la crut. Le choc et l'indignation de Marissa semblaient sincères. Mais elle ne chercha pas à la consoler. Pour l'instant, sa mission était de faire face à la vérité pour Ethan. Elle sortit un dossier de son sac, le poussant dans la poitrine d'Ethan. Copie des relevés bancaires, preuve de l'argent que tu m'as volé, que tu as volé à Clara. Preuve des sociétés écrans, des comptes offshore. C'est fini. Je te traîne en justice. La façade d'Ethan s'effondra alors qu'il parcourait les documents. Son visage devint cendre. Tu es sérieuse, souffla-t-il. Je peux te rembourser, juste. C'est compliqué. Les yeux de Sophia brûlaient de larmes qu'elle refusait de verser. Tu ne peux pas annuler les années de chagrin et de douleur que tu as causées. Clara a été en thérapie. J'ai failli perdre la maison. Nous avons vécu de reste parce que tu as tout pris. Ses traits se tordirent de panique. Je suis désolé, répéta-t-il. Un refrain vide qui ne fit qu'attiser la fureur de Sophia. Je n'ai jamais voulu que ce soit comme ça. Mais c'est le cas, répondit Sophia d'un ton neutre. Vous allez avoir des nouvelles de mon avocat. Je porte plainte. Marissa laissa échapper un sanglot étouffé, glissant pour s'asseoir sur les escaliers. Ethan tendit la main vers son épaule, mais elle se retira. Ne me touche pas, siffla-t-elle, les yeux rouges. Tout ce que tu m'as dit était un mensonge. Sophia recula, ressentant un mélange de satisfaction et de chagrin. Elle avait mis à nu ses tromperies, bien que cela n'offrait que peu de consolation pour les années perdues. Pourtant, elle sentit une poussée de triomphe en reprenant le contrôle. Pendant si longtemps, elle avait été la victime, confuse, pleurant un mari qu'elle croyait mort. Maintenant, elle menait la danse. Elle se tourna pour partir, mais s'arrêta dans l'embrasure de la porte. J'en ai assez d'être un pion dans tes jeux, Ethan. Tu rendras des comptes pour ce que tu as fait. Sans un autre regard, elle sortit de la maison. Elle entendit les cris de colère de Marissa résonner derrière elle et les tentatives désespérées d'Ethan pour la calmer. Dehors, Miguel et Robin attendaient dans une voiture garée. Sophia se glissa sur la banquette arrière, son cœur battant la chamade. Elle se sentait à vif, épuisée, mais étrangement libérée. C'est le début de mon combat, pensa-t-elle. Et alors qu'il s'éloignait, laissant la nouvelle vie immaculée d'Ethan en ruine, Sophia ne put s'empêcher de sentir un certain feu s'allumer en elle. Elle n'était plus la même femme qu'il avait laissée derrière lui. Elle avait trouvé son courage, et elle l'utiliserait pour obtenir justice pour elle-même et sa fille. La nouvelle se répandit rapidement sur les réseaux sociaux et par le bouche à oreille, surtout après que l'avocate de Sophia eut déposé une plainte au civil. Ethan, désormais contraint de reprendre sa véritable identité, reçut des documents légaux exigeant qu'il restitue l'argent qu'il avait volé, ainsi que des dommages et intérêts pour Sophia pour les préjudices et le stress émotionnel. La confrontation fut houleuse, se déroulant non seulement dans des conversations téléphoniques chuchotées entre avocats, mais aussi dans la sphère publique, alors que les tabloïds locaux s'emparaient de l'histoire. Les titres clamaient. Un homme aurait simulé sa mort, sa femme réclame justice. Des inconnus sur Internet débattaient de la moralité des actions d'Ethan. Certains sympathisaient avec Sophia, tandis que d'autres suspectaient un grand complot ou qualifiaient Ethan de maître manipulateur. Sophia détestait le spectacle public, mais une partie d'elle réalisait que cela pourrait l'aider dans son dossier. Plus la réputation d'Ethan souffrait, moins il avait d'endroits où se cacher. Sa nouvelle partenaire, Marissa, le dénonça publiquement. Elle fit une déclaration par l'intermédiaire de son attaché de presse, déclarant qu'elle n'avait aucune connaissance de sa tromperie et exprimant sa solidarité avec Sophia. Derrière des portes closes, la confrontation eut de lourdes répercussions sur le bien-être émotionnel de Sophia. Elle fut confrontée à un assaut de souvenirs, bons et mauvais. Elle fut forcée de raconter chaque détail de son mariage, des jours euphoriques du début à la découverte déchirante de sa disparition. Mais elle refusa de reculer. Pour Clara, elle devait aller jusqu'au bout. Les procédures judiciaires commencèrent, avec des dépositions et la collecte de preuves. Sophia se retrouva assise dans une salle de conférence en face d'Ethan pour la première fois depuis ce jour dans sa nouvelle maison. Il avait l'air fatigué, avec des cernes sous les yeux, et avait perdu l'éclat confiant qu'elle lui reconnaissait autrefois. Alors que les avocats se préparaient pour une déposition formelle, il lui jeta un regard suppliant.
Sophia, murmura-t-il, se penchant sur la table, s'il te plaît, pouvons-nous parler? Je suis prêt à négocier. Je peux te verser une somme forfaitaire, nous n'avons pas besoin de passer par tout ce cirque. Sophia ressentit un tremblement de répulsion. L'homme qui avait autrefois été son mari lui semblait désormais un étranger. Il ne s'agit pas seulement d'argent, répondit-elle froidement. Il s'agit de ce que tu as fait à notre famille. Son visage se tordit. Je l'ai fait pour nous au début. J'avais des problèmes financiers, et je pensais que simuler ma mort effacerait mes dettes. Mais ensuite, les choses se sont compliquées. Et je... Elle le coupa. Arrête. Ça ne vaut pas la peine d'écouter. J'en ai marre de te laisser déformer la vérité. Elle se rétracta dans un silence poli mais glacial, le laissant mijoter dans sa propre culpabilité, ou tout semblant de culpabilité qu'il aurait pu ressentir. Pendant la déposition, Robin exposa systématiquement les preuves, certificats de décès falsifiés, dossiers financiers truqués, comptes offshore. L'avocat d'Ethan tenta de soutenir qu'Ethan avait été sous une contrainte sévère, que des menaces externes l'avaient contraint à simuler sa mort. Mais les faits étaient accablants, les transferts répétés du compte joint de Sophia, les achats somptueux sous sa nouvelle identité, l'existence de multiples sociétés écrans. Rien de tout cela ne pouvait être expliqué par la contrainte. Pendant ce temps, dans sa vie personnelle, Sophia est devenue une source d'inspiration inattendue pour d'autres. La nouvelle de son épreuve a résonné auprès des groupes de soutien aux femmes, qui ont vu en elle une figure de courage. Des inconnus l'ont contactée pour partager leurs propres histoires de trahison, louant sa détermination à se défendre. Sophia, bien qu'encore fragile, a commencé à trouver de la force en sachant que son combat pourrait aider d'autres à réaliser qu'elles aussi avaient des options pour se libérer de relations toxiques. Pourtant, chaque jour était un champ de bataille. Elle devait jongler avec son travail, son rôle de mère célibataire, les audiences au tribunal et le poids émotionnel de revivre son traumatisme. Clara, heureusement, bénéficiait d'un solide soutien. La mère de sa meilleure amie proposait souvent de faire du covoiturage pour l'entraînement de football, et Beth était toujours là pour faire du babysitting en cas de besoin. Sophia essayait de protéger Clara du drame illégal, mais elle sentait aussi qu'il était important pour sa fille de connaître la vérité. Pas les détails sordides, mais assez pour réaliser que son père les avait trahis et qu'elle cherchait justice. Un dimanche après-midi, Clara surprit Sophia en prenant la parole après le dîner. « Maman, je sais que papa est vivant, dit-elle doucement, jouant avec sa fourchette. Je vous ai entendu parler, toi et tante Beth. » Le cœur de Sophia se serra, et elle tendit la main pour prendre celle de sa fille. « Clara, je suis désolée. Je ne savais pas comment te le dire. » Clara haussa les épaules, les larmes aux yeux. « Je ne comprends pas pourquoi il a fait ça. Il ne nous aimait plus, c'est ça? » La gorge de Sophia se serra. Elle retint ses larmes. « Je suis sûr qu'il t'aimait, Clara, mais il a fait de terribles choix, et ces choix nous ont fait du mal. Nous allons le tenir responsable, d'accord? » Plus de mensonges. La jeune fille hocha la tête, ses lèvres tremblantes. « Je ne sais pas si je veux le revoir un jour, murmura-t-elle. Sophia se pencha, embrassant le front de sa fille. « C'est ton choix, ma chérie. Personne ne peut te forcer à le voir si tu ne veux pas. » La confrontation au tribunal atteignit bientôt son apogée lorsqu'Ethan, acculé par les preuves accablantes, accepta un règlement à l'amiable qui verrait une partie de ses biens, et vraisemblablement les fonds volés, restitués à Sophia. De plus, il y aurait des paiements de pension alimentaire pour Clara, qu'il avait négligé de fournir pendant des années. Pourtant, la victoire légale fut douce amère. Aucune somme d'argent ne pouvait véritablement compenser le tribut émotionnel ou les années perdues à le croire mort. Malgré tout, c'était un pas vers la clôture, et Sophia avait l'intention de le saisir. Elle prévoyait d'utiliser le règlement pour assurer l'avenir de Clara, les frais de scolarité pour l'université, peut-être une maison plus confortable dans un quartier plus sûr. Tout au long de l'épreuve, elle maintint une dignité tranquille. Lorsque les journalistes tentèrent de la prendre en embuscade à la sortie du palais de justice, elle garda ses réponses brèves. Elle n'avait aucune envie d'attiser davantage le feu médiatique. Au contraire, elle voulait retomber dans l'anonymat, élever Clara en paix. Un jour, après une séance juridique particulièrement éprouvante, Ethan rattrapa Sophia dans le couloir. Son expression était discrète, non pas la confiance suffisante d'il y a des années. « Sophia, puis-je vous parler seule, s'il vous plaît ?»
Elle le regarda avec méfiance. Faites vite. Il expira. Je veux que vous sachiez que je vous ai vraiment aimé à un moment donné. J'ai aussi aimé Clara. J'ai tout gâché. J'ai laissé la cupidité et la peur prendre le dessus, et je ne voyais aucune issue. Ses lèvres tremblèrent, mais elle resta calme. Vous avez simulé votre mort, répéta-t-elle, sa voix creuse. Ce n'est pas une erreur dont vous pouvez vous excuser et l'effacer. Comprenez-vous le traumatisme que vous avez causé à notre fille? Pensant que son père était mort? Pensant que vous étiez parti pour toujours. Il baissa le regard. Je sais. Et je suis désolé. Si je pouvais revenir en arrière, je le ferais. Elle soupira, la tension dans sa poitrine se relâchant un peu. Je ne vous déteste pas, Ethan, dit-elle doucement. Mais je ne peux pas vous pardonner non plus. Pas tout de suite. Peut-être jamais. Une lueur de regret traversa son visage. Je comprends. Sans un mot, Sophia se retourna et s'éloigna, le laissant là, alourdi par sa propre culpabilité. Bien que la bataille juridique soit terminée, les dommages émotionnels prendraient plus de temps à guérir. Mais pour Sophia, cette confrontation fut un tournant. Le moment où elle réalisa qu'elle avait le pouvoir sur sa propre vie. Elle n'était plus la femme naïve qui attendait à la maison que le dîner refroidisse. Elle avait trouvé sa voie, sa résilience, et elle avait l'intention de l'utiliser. Avec un règlement en main, Sophia ressentit un sentiment de libération. Elle put se rattraper sur l'hypothèque et rétablir un modeste compte d'épargne pour les urgences. Plus important encore, elle utilisa les fonds pour assurer l'éducation de Clara, mettant de côté l'argent pour les frais de scolarité futurs. Il restait même assez pour investir dans une idée qui mijotait dans l'esprit de Sophia, une petite boutique en ligne vendant des articles faits main et des produits sélectionnés d'artisans locaux. Portée par son nouveau sens du but, Sophia se lança tête baissée dans l'entrepreneuriat. Elle l'appela Clarity and Hope, clarté et espoir, un clin d'œil au nom de sa fille et à l'optimisme retrouvé qu'elle avait découvert. L'entreprise fut modeste au début, mais elle gagna rapidement du terrain. Amis et famille firent passer le mot, impressionnés par le dévouement de Sophia et son œil pour les produits de qualité. Progressivement, elle se constitua une clientèle fidèle. Les réseaux sociaux jouèrent un rôle crucial, car Sophia y partageait non seulement ses produits, mais aussi des bribes de son parcours personnel, comment elle avait surmonté la trahison et le chagrin pour reprendre sa vie en main. Elle ne nommait jamais Ethan directement dans ses publications, mais elle laissait entendre les obstacles qu'elle avait rencontrés et comment elle avait appris à compter sur sa propre force. Ces histoires résonnèrent auprès des gens du monde entier, qui voyaient en elle un emblème de résilience. Elle rejoignit également des groupes de soutien, en ligne et en personne, pour les survivants de violences émotionnelles et financières. Là, elle découvrit de nombreuses personnes, principalement des femmes, qui avaient vécu des expériences déchirantes de tromperie, de manipulation ou de trahison. Sophia trouva un sens à leur offrir des encouragements. « Je sais que ça semble être la fin, disait-elle, mais ça peut être un nouveau départ. Vous êtes plus forte que vous ne le pensez. » La nouvelle de sa petite entreprise et de son histoire personnelle se répandit viralement, attirant l'attention des journaux locaux et finalement des magazines en ligne nationaux. Des journalistes la contactèrent pour des interviews, intrigués par la femme qui avait lutté contre un mari qui avait simulé sa propre mort et en était sortie triomphante. Au début, Sophia hésita, méfiante d'une plus grande surveillance publique. Mais elle décida que partager son histoire pourrait donner du pouvoir à d'autres, alors elle accepta avec prudence quelques interviews, toujours en mettant l'accent sur l'espoir et la découverte de soi plutôt que sur l'amertume. En parallèle de son succès commercial, sa vie personnelle commença à s'épanouir. Beth, son amie toujours fidèle, l'introduisit dans de nouveaux cercles sociaux, la persuadant d'assister à des réunions informelles ou à des sorties le week-end. Sophia mit du temps à s'ouvrir, mais elle remarqua un changement dans sa perspective. Les hommes ne l'effrayaient plus, bien qu'elle restât prudente. Elle réalisa que la trahison d'un homme ne définissait pas tous les hommes, ni sa propre valeur. Clara, elle aussi, semblait s'épanouir dans cette période de renouveau. Elle excellait à l'école, rejoignit la chorale scolaire et se fit de nouveaux amis. Elle abordait occasionnellement le sujet de son père lors des séances de thérapie, reconnaissant ses sentiments mitigés de tristesse, de colère et de soulagement. Sophia laissait Clara mener le rythme de toute réconciliation potentielle, bien qu'aucune d'elles n'insistât pour contacter Ethan. La vie n'était pas devenue magiquement parfaite, il y avait encore des anxiétés, des cauchemars et des cicatrices persistantes.
Mais chaque jour ressemblait à un pas en avant, une affirmation qu'aucune d'elles n'était condamnée à rester victime de la tromperie d'Ethan. Elles avaient le pouvoir de choisir leur propre chemin. Parfois, des messages d'inconnus affluaient, certains louant la force de Sophia, d'autres cherchant ses conseils, ou simplement partageant leurs propres histoires de chagrin. Sophia répondait avec compassion, offrant des mots d'encouragement et les orientant vers les ressources qui l'avaient aidé, telles que l'aide juridique, les conseils et le soutien communautaire. Le tourbillon d'attention autour de son histoire a aidé Clarity Hope à passer d'une petite entreprise secondaire à une entreprise durable. Elle a embauché une assistante à temps partiel, a finalement loué un petit bureau, et a vu ses efforts récompensés par des critiques clients élogieuses. C'était un monde à l'opposé des matins sombres où elle s'inquiétait de savoir si elle pouvait se permettre de nourrir Clara après le départ d'Ethan. Maintenant, elle ressentait la confiance qui vient du fait de contrôler son destin. Ethan, quant à lui, disparut de l'œil public. Il fut confronté à des poursuites judiciaires d'autres parties qu'il avait fraudées, et des rumeurs circulèrent selon lesquelles son style de vie extravagant avec Marissa s'était effondré. Sophia ne se réjouit pas de sa chute, mais elle ne lui tendit pas non plus la main. Il avait fait son lit, et maintenant il devait s'y coucher. Elle avait depuis longtemps cessé de prendre de ses nouvelles, se concentrant plutôt sur l'avenir qu'elle construisait. Par une douce soirée d'été, Sophia se retrouva sur la véranda de sa modeste maison, regardant Clara chasser les lucioles dans le jardin. Un instant, elle ferma les yeux, inspirant le parfum de l'herbe fraîchement coupée, savourant le doux murmure des cigales. Une vague de gratitude la submergea. Elle avait parcouru un long chemin, de la jeune mariée naïve fascinée par un entrepreneur charmant, à une veuve en deuil qui découvrit qu'elle n'était pas du tout une veuve, à une femme d'affaires autodidacte traçant sa propre voie. Son téléphone vibra, et elle consulta un nouvel avis de client sur sa boutique en ligne. Il était élogieux, quelqu'un louant la touche personnelle qu'elle ajoutait à l'emballage, le mot sincère sur l'espoir. Sophia sourit, les larmes lui piquant les yeux. Elle pensa à tous les rebondissements qui l'avaient menée là, à la façon dont elle avait autrefois cru que sa vie était irrémédiablement ruinée. Pourtant, elle se tenait là, plus forte qu'elle n'aurait jamais cru possible. À ce moment, elle sentit qu'elle était enfin libre. Libre de l'emprise de la trahison. Libre du poids du passé. Elle portait peut-être encore les cicatrices, mais elle refusait de les laisser la définir. Et tandis que le rire de Clara résonnait dans l'air chaud de l'été, Sophia promit silencieusement de porter cette force retrouvée, pour leur bien à toutes les deux.